En manchette ce soir, 2023, une année difficile pour les mises en chantier. Et l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas épargnée. Galichan mise sous administration provisoire. Et un pas de plus pour le projet d'enseignement à l'extérieur de l'UQAT à Val-d'Or. À la base, il va servir pour nos professeurs, autant de l'université et du cégep, pour donner des cours. Mais aussi, on veut un lieu de rassemblement pour la communauté. Bonsoir tout le monde et commençons maintenant. Un adolescent de 15 ans de Val-d'Or manque à l'appel. Emilio Pucachich a été vu pour la dernière fois le 19 janvier dernier vers 18h45 sur le boulevard Forêt. Il portait une veste noire, des pantalons jogging noirs et des chaussures de marque Nike blanches et noires. Vous allez le voir à l'écran, l'adolescent mesure 5 pieds et 9 pouces, pèse 130 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Évidemment, toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911 directement. Et on poursuit avec un véhicule qui a été la proie des flammes la nuit dernière sur la rue des Peupliers à Amos. Après que les pompiers aient éteint le brasier, ils ont décelé certains éléments assez suspects. La Sûreté du Québec confirme enquêter dans ce dossier considéré comme un incendie suspect. Aucune personne n'a été blessée. Dans un autre dossier, d'après les dernières données de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, les mises en chantier sont plutôt au ralenti dans la province et la région de l'Abitibi-Témiscamingue n'en ferait pas exception qu'Emilia La Liberté. Les constructions résidentielles se font de moins en moins visibles en Abitibi-Témiscamingue. D'après le dernier bulletin d'habitation de l'APCHQ, les mises en chantier ont chuté à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda dans la dernière année. Du côté de Val-d'Or, c'est une baisse de 71 %. Du côté de Rouyn-Noranda, la baisse importante aussi, un peu moins quand même, 51 % de baisse avec 87 mises en chantier. La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda demeure toutefois rassurée comme les logements locatifs sont de plus en plus populaires. Ce qu'on voit, par exemple, sur le terrain, là, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui sont intéressés à faire du logement. Donc, ça ne nous inquiète pas outre mesure pour le moment. Au contraire, là, on voit vraiment un engouement. La ville d'Amos, quant à elle, fait mentir la tendance avec une hausse de construction de 92 %. Mais l'augmentation des coûts de financement et de construction demeure un réel combat, tant du côté des promoteurs que des acheteurs. Les taux d'intérêt et les coûts de construction font en sorte que c'est difficile de rentabiliser là, les nouveaux immeubles, à moins d'arriver vraiment avec des loyers qui sont très, très, très élevés. Donc, il y a beaucoup de projets, par conséquent, là, qui ont été mis sur pause. Du côté du Témiscamingue, à Ville-Marie, très peu de terrains avec services sont présentement disponibles. Par contre, une cinquantaine de logements ont été construits dans les 2 dernières années. Selon le maire, près de 70 autres unités locatives pourraient éventuellement être bâties, mais le financement du gouvernement se fait encore attendre. On a 2 secteurs là, qu'on regarde particulièrement. On a fait un dépôt de financement dans un programme fédéral. On est en attente de ça. Qu'est-ce qui en ressortira de tout ça? Là? Il faut que c'est sous le cercle et il faut qu'on avance assez rapidement. Pour plusieurs municipalités, la volonté de construire un plus grand nombre de logements sociaux est aussi bien présente. Lors de l'annonce de la relocalisation de la zone tampon à Rouyn-Noranda, le gouvernement de la CAQ avait d'ailleurs annoncé vouloir en implanter plus d'une centaine. On parle de beaucoup de construction quand on parle de 200 logements sociaux. Donc, on suit ça de près, puis on s'assure de rendre disponible, puis de ne pas freiner le processus. Emilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Demandez, êtes-vous satisfait du développement résidentiel dans votre municipalité? Vous avez répondu non à 57 %. Dans le monde municipal, le Galichan est placé sous administration provisoire et cette décision vient en raison d'un manque de quorum à la suite de la démission de 4 conseillers dans les derniers mois.
Pavard de communiquer. La commission municipale indique qu'elle remplacera le conseil municipal et adoptera les résolutions afin que les citoyens continuent d'avoir des services. Cette administration restera en place jusqu'à qu'une élection partielle permettra au conseil municipal de retrouver le quorum requis. C'est des décisions des conseillères qui ont décidé des décisions personnelles, qui ont décidé de se retirer. Dans une municipalité, là, ça demande beaucoup d'implication, puis pas beaucoup de rémunération. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve en administration provisoire. Fait que là, on est avec la commission municipale qui va nous assister là, pour vérifier tout ce que l'on fait présentement. Et puis, on va après ça être en mesure de mettre en place là, des mises en candidature puis des élections à court terme. Là. En éducation maintenant, le campus de l'UQAT à Val-d'Or va de l'avant avec son projet d'aménagement d'un lieu d'enseignement extérieur. Les travaux vont débuter dès le printemps prochain. Yoann Carrière a les détails. L'UQAT fait un pas de plus vers l'aménagement de son lieu d'enseignement extérieur au campus de Val-d'Or. L'université a octroyé un contrat de près de 900 000 pour la réalisation de ce projet qui a initialement été proposé par des étudiants autochtones et qui aura de multiples utilités. À la base, il va servir pour nos professeurs, autant de l'université et du cégep, pour donner des cours. Mais aussi, on veut un lieu de rassemblement pour la communauté. Ça va être un endroit que les gens, les organismes vont pouvoir emprunter pour faire un rassemblement, une cérémonie. Donc, c'est vraiment, on veut créer un lien avec la communauté autochtone et la communauté allochtone pour vraiment apprendre à se connaître. Le nouvel espace sera aménagé directement sur le campus dans le parc des Marais. Le directeur du campus, Danny Pomerleau, avoue qu'il y a également un but pédagogique derrière cette initiative. Il souhaite aussi que l'espace puisse être accessible à l'année. Nos cours, habituellement, c'est la période hivernale. Donc, on souhaite que même l'hiver, qu'il y ait une utilisation du lieu. Là. C'est sûr qu'il n'y aura pas de technologie comme un tableau interactif ou des choses comme ça, mais c'est juste de dire, aller dehors, faire différemment. Peut-être, c'est sûr, on essaie de garder le cachet aussi, les arbres, les fleurs, que ça soit vraiment pas une classe. Ça va être une classe qui va sortir de l'ordinaire. C'est un premier projet du genre pour l'UQAT, mais Danny Pomerleau indique qu'il n'hésitera pas à en vendre les mérites si d'autres campus de l'université ou même d'autres institutions de la province venaient à tenter quelque chose de similaire. Est-ce qu'on se fait regarder? Sûrement. Puis ça va me faire plaisir de le mentionner, tous les bénéfices que ce lieu va avoir pour les étudiants et la communauté, parce que comme je disais, c'est vraiment rassembleur comme projet. Les travaux de construction vont débuter au printemps 2024. Danny Pomerleau espère inaugurer le tout à l'automne 2024, mais veut attendre de voir l'évolution des travaux avant de se prononcer sur un échéancier plus concret. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On fera donc un suivi. On passe en santé maintenant. Malgré les délais qui s'accumulent, 2 des 4 maisons des aînés de la région devraient être livrées cette année. C'est ce qu'a confirmé le CISAT aujourd'hui pendant leur conseil d'administration. D'autres projets de construction importants s'amorcent également. Kimberly Hall. L'ouverture des maisons des aînés et alternatives à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, maintes fois repoussée, devrait avoir lieu cet été selon le CISAT. Selon les échéanciers de l'organisation, celle de Val-d'Or devrait être terminée en premier et une date d'ouverture officielle sera connue dans les prochains mois. Rappelons qu'initialement, la construction de ces bâtiments devait être finalisée avant le temps des fêtes. Différents facteurs peuvent contribuer à des délais supplémentaires, que ce soit par exemple la livraison d'équipements, parce que évidemment, dans tous ces projets-là, on inclut des équipements. Il faut recevoir des tables, des lits, tous les équipements et fournitures qui sont requis. Puis, il ne serait-ce que d'avoir un retard pour un approvisionnement d'un équipement quelconque ou une fourniture requise pour faire de la technologie. Actuellement, le CISAT est toujours en processus de recrutement pour former les premières équipes qui vont travailler dans ces établissements. Les postes ne sont pas tous comblés. Ça veut dire qu'il y a encore des postes qui ont été affichés pour lesquels on n'a pas de personnes qui sont dites intéressées à postuler sur ces postes-là. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que fort probablement, on va avoir recours en partie à la main-d'œuvre indépendante aussi pour compléter les équipes. Du côté de Palmarol, les appels d'offres pour débuter les travaux sont prévus dans les prochaines semaines. À Macamic, les appels d'offres sont déjà entamés pour la future maison des aînés qui remplacera à terme l'actuel CHSLD. L'objectif est de commencer les chantiers cette année. 2 phases de projets majeurs sont sur le point de s'amorcer également, c'est-à-dire l'aménagement de l'urgence soins intensifs et d'un bloc opératoire à l'hôpital d'Amos. Ce serait une construction qui débuterait
premièrement pour urgence et soins intensifs en 2025. Donc, c'est à suivre parce que c'est, je vous dirais, le projet qui est la première priorité de l'ensemble de nos municipalités, de nos élus au niveau de la santé ici en région. Kimberly Hall pour RNC Nouvelles. Et d'ailleurs, toujours en santé, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue confirme un déficit d'environ 90 millions de dollars pour la période de 2023-2024. La présidente directrice générale du CISAT affirme que 80 millions de ce montant auraient pu être économisés si l'organisation n'avait pas fait appel à la main-d'œuvre indépendante. Toutefois, elle assure que la main-d'œuvre indépendante a été nécessaire pour continuer à offrir des services. Et on reste avec le CIS régional qui dresse un bilan positif de la sécurisation culturelle pour les années 2022 et 2023. On rappelle que ce projet a pour but d'adapter leurs services pour les personnes issues des Premières Nations en offrant un navigateur qui suit le patient autochtone pendant ses rendez-vous. Et sur les 20 rencontres de raccompagnement, 376 demandes ont été traitées. Parmi les exemples de demandes, on a de la traduction, des références, de l'aide ou encore de la documentation ou du transport. C'est de travailler ensemble. Je pense que c'est ça le gage, la plus grande réalisation qui nous permet aussi que ce soit durable puis qu'on s'engage dans un chemin dans une démarche qui va se porter pendant de nombreuses années, hein, parce que il y aura des besoins pendant de nombreuses années. Fait que je pense que ce qui est la plus grande réussite, c'est la confiance qu'on tisse avec nos partenaires. Dans le secteur minier, Sayona Québec entame une forte réorganisation de l'entreprise à la suite de la détérioration rapide du prix du lithium. Guy Bello quitte la tête de la direction et Sayona licencie également 15 employés, majoritairement des cadres supérieurs. Et en attendant, Sylvain Collard, qui agissait déjà à titre de chef des opérations au Québec, va reprendre les rênes. Dans une déclaration écrite, Sayona indique toutefois que cette restructuration n'affecte pas les opérations du complexe Lithium Amérique du Nord qui continuera de se dérouler normalement. Et on vous en parlait hier, Ressources Falco est parvenue à une entente avec Glencore pour l'exploitation et l'utilisation des terrains où est situé en ce moment le projet Orne 5. Mais comment cet accord permet au futur complexe minier de franchir de nouvelles étapes? La réponse avec André Audet. C'est officiel, Ressources Falco peut utiliser les terrains nécessaires à son projet Orne 5 aux abords de la fonderie. Il fallait absolument obtenir de Glencore la licence pour accéder au territoire. Donc, on a déterminé ensemble la possibilité de faire des travaux, soit de construction pour la mise en place de notre usine, de nos infrastructures de mine, puis d'accéder via le puits Couémont, qui était une infrastructure qui appartenait aux opérations de Glencore. Donc, on nous donne du même coup la possibilité d'accéder à ces infrastructures-là pour donner accès au gisement Orne 5. Le président et chef de la direction de Ressources Falco, Luc Lessard, admet que l'entente avec Glencore, propriétaire des terrains, n'a pas été simple. Le travail a pris beaucoup de temps parce que c'était complexe. C'est pas parce qu'on a traîné la patte, là. C'est parce que c'est un dossier qui était excessivement complexe. Il a fallu le faire, je veux dire, dans un environnement qui avait son lot de difficultés. On le sait, là, dans les dernières années, ça a été un peu difficile au niveau de la fonderie. Puis on n'avait pas nécessairement la même écoute qu'on avait en tout début de processus. Donc, les dernières années, on était un peu mis, je dirais, sur le mode attente. Il reste plusieurs étapes à franchir pour Ressources Falco avant d'exploiter le gisement, notamment au plan environnemental. On est à la fin du processus de la recevabilité. Les analystes ou les gens du ministère vont prendre une position sur la recevabilité de l'étude d'impact et on est confiant. Et par la suite, initier le processus des audiences publiques qui essentiellement nous mettrait au cours de printemps-été 2024 et ultimement obtenir le décret du ministère de l'Environnement. Questionné à savoir au fur et à mesure que le projet Orne 5 prend de l'ampleur, si Ressources Falco pourrait le vendre à une autre société minière, son président et chef de la direction dit que rien n'est exclu. Présentement, on regarde une forme de financement qui nous permettrait de progresser seul dans l'aventure, mais on ne ferme pas la porte à des associations ultimes pour participer dans un contexte de financement.
Ressources Falco espère pouvoir entamer les travaux de démarrage de sa mine dès 2025, travaux qui nécessiteront environ 900 personnes. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on se déplace au Témiscamingue. La MRC appuie la relance du processus d'appel d'offres en lien avec la reconstruction du centre de transfert de l'écocentre qui a été incendié à l'automne 2022. Les élus ont entériné le tout lors du conseil de la MRC qui avait lieu hier. Et le conseil a aussi accepté une demande adressée par la ville de Témiscamingue pour rejoindre le programme de soutien au patrimoine immobilier de propriété municipale pour mettre en valeur l'ancien bassin de mise en charge de la Gatineau Power. Les élus ont aussi pris connaissance des commentaires de la MRC sur sa participation à la consultation nationale portant sur le territoire et les activités agricoles qui avait lieu la semaine dernière. On passe en politique. Les députés de Québec solidaire ont désormais le mandat de représenter chacun une ou deux régions du Québec, et ce, à la demande de la co-porte-parole Émilise Le Sartérien. L'ex-élu dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue se charge d'ailleurs de représenter notre région et elle se dit d'avis que les concitoyens ne sont pas entendus par les députés locaux de la CAQ. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Encore une belle semaine pour les motoneigistes de la région. Comme vous pouvez le constater, sur notre carte interactive, on a quand même des sentiers qui ne sont pas accessibles car ils sont toujours en préparation. Si on se déplace, mes amis, du côté de Val-d'Or, pour le sentier L2, 3e avenue à Tour-de-Ville, le sentier n'est pas gelé, donc c'est fermé. La prudence est de mise. Si vous voulez avoir plus d'informations, visitez notre carte interactive. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on vous parle de la 24e édition de l'Hiver en fête de Val-d'Or. La programmation complète a d'ailleurs été dévoilée ce matin et on vous dit le tout dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de 95 000 $ a permis à Mme Nathalie Richard d'ouvrir l'Aubainerie du Nord, située dans le centre d'achat à Chibougamau. Ce nouveau département offre des vêtements pour toute la famille à des prix concurrentiels et abordables. Ce dernier permet la création de 3 nouveaux emplois au sein de l'entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, la programmation complète de la 24e édition de l'Hiver en fête de Val-d'Or a été dévoilée ce matin. Oui, et ça va se dérouler du 9 au 11 février prochain à la Cité de l'Art de Val-d'Or. Et là, pour une première année, on a décidé de rendre ça accessible. Écoutez, c'est gratuit pour entrer sur le site. On commence en grand le jeudi avec un 5 à 7 d'ouverture qui va se dérouler à la place Agnico Eagle. On a des jeux, on a de la musique, on a même des foyers extérieurs. Et comme c'était pas assez, spectacle d'humour avec les humoristes Sinem Cara et Andy Saint-Louis. On vous réserve une foule d'autres activités. Voici ce qui vous attend. Ça reste que c'est sur le site de la Cité de l'Art comme nos dernières années. Samedi et dimanche, de midi à 16h principalement. On a une panoplie d'activités pour les gens. J'en nomme en rafale, puis je vais en oublier. Mais là, on a les carrioles tirées par des chevaux, traîneaux à chiens. On a des démonstrations de véhicules adaptés pour les personnes à mobilité réduite, des traîneaux, des trottinettes des neiges, des fat bikes à essayer, tout ça gratuitement. On a de la saucisse sur le feu, des pains que les gens pourront pouvoir se faire cuire sur le feu. On a des modules gonflables. On a un nouveau jeu de curling sur tapis que vous pouvez venir essayer, un tableau numérique interactif que je vous invite à découvrir. On a de la sculpture sur neige, on a les modules gonflables, on a des spectacles à l'extérieur, on a le feu d'artifice le vendredi et j'en oublie. Consultez notre site web, la meilleure façon, notre page Facebook, tout va être là en détail. Et Stéphanie, c'est ce soir la cérémonie pour le prix du calque artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les bourses de la Jeune Relève 2024.
Oui, ça se déroule, Mélissa, en formule 5 à 7 ce soir, comme vous venez tout juste de le dire, à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. On a quand même le prix Calque Artiste de l'année qui reconnaît l'excellence d'un artiste professionnel de la région. La personne qui va pouvoir remporter ce prix-là, eh bien, va se mériter une bourse de 10 000 $ ainsi qu'une capsule de la Fabrique culturelle à Télé-Québec. Et comme finaliste, on y retrouve la Mossoise Caroline Arbour, également Dominique Lafontaine et Martha Sens de la Calzada. On a également pour la remise des bourses de la Jeune Relève 2024 jusqu'à 5 bourses de 500 $ qui seront remises à des artistes professionnels en début de carrière. Le milieu culturel a besoin de se réseauter, de se voir en premier lieu, mais ensuite, comme je disais tout à l'heure, de mieux les connaître, de faire valoir tout leur travail. Et on cible l'excellence avec ces prix-là, donc de reconnaître l'excellence de leur travail. Et tout ça va aider justement, surtout pour la jeune relève, à la professionnalisation. Parce que ce sont des prix qui sont remis par un jury de pairs. Et c'est ça qu'on vient mettre dans un CV d'artiste. Et c'est ça qui va les aider ensuite à atteindre le niveau professionnel. Et pour connaître les grands gagnants, je vous invite dès demain à votre chronique culturelle. On va vous dévoiler qui est-ce qui a gagné. Et comme c'était pas assez, concernant le 26e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, eh bien, on rencontre les artistes qui seront en prestation ce dimanche. C'est un rendez-vous. C'est parfait. Merci, Stéphanie. C'est une autre défaite pour les Foreurs de Val-d'Or. Ils disputaient hier un match contre les Tigres de Victoriaville. On vous dévoile le score final après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs de Val-d'Or repartent de Victoriaville avec une défaite de 7 à 2. Les hommes de Maxime Desruisseaux ont pourtant bien combattu les Tigres en dirigeant 42 tirs au filet contre 32. Et avec cette défaite, la série de revers du Vert et Or est maintenant de 6. Le prochain affrontement des Foreurs est ce vendredi, alors que la troupe valdorienne reçoit à domicile l'Océanique de Rimouski. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo Stéphanie, on a un autre épisode de bruine verglaçante qui est attendu pour l'ensemble du territoire. Oui, on a quand même de la bruine qui est prévue pour cette nuit. Soyez prudents si vous avez affaire à vous déplacer. On a un minimum de moins 7 au nord, minimum de moins 4 degrés au sud. Pour demain, toujours de la bruine verglaçante avec un maximum de 0 degrés pour l'Abitibi, maximum de plus 1 au Témiscamingue et un aperçu maintenant pour samedi. Des nuages pour le nord et le sud avec un maximum de 0 degrés. Donc, soyez très prudents si vous prenez la route. Merci Stéphanie. Et je termine avec la ville de Rouyn-Noranda qui avise la population d'un bris de tuyauterie aux arénas Jacques-Laperrière et Régent Hall. Donc, il ne faut pas consommer l'eau dans ces installations. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et on se retrouve demain.